Merci de votre présence. Je suis contente que vous soyez là. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui les faits saillants de l'EIQ 2014. C'est le dernier cycle qu'on a réalisé en 2014. Ça nous fait couvrir, là, plus de 16 ans de service en protection de la jeunesse. Donc, ça donne des résultats quand même très intéressants que je vais partager avec vous. Je suis toute seule ici aujourd'hui pour présenter ça devant vous, mais j'ai été très bien entourée tout le long de l'étude. On est 4 chercheurs qui sont impliqués dans l'étude d'incidence. Delphine Colin-Vézina, Nico Trocmé, Danielle Turcotte, notre coordonnatrice Nadine Giroir qui est ici aujourd'hui. C'est une étude qui a été financée majoritairement par le ministère de la Santé et des Services sociaux, mais les deux instituts universitaires, celui de Montréal et celui de Québec, ont aussi collaboré là, en ajoutant des fonds. Puis l'Agence de santé publique du Canada aussi a mis des fonds. C'est le montage financier là, qui a permis de réaliser l'étude. L'EIQ, l'étude d'incidence québécoise, c'est une étude qu'on répète aux 5 ans depuis 1998. Et à chaque fois, on a les mêmes objectifs, chiffrer et décrire les situations qui sont évaluées en protection de la jeunesse. On veut les décrire non seulement les dénombrer, mais les décrire en termes de sévérité, décrire les profils cliniques des enfants qui sont signalés, puis les conditions de vie dans lesquelles ils vivent au moment du signalement. Donc ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est de regarder l'évolution dans ces chiffres-là d'un cycle à l'autre. Donc, puis vous allez voir, ma présentation aujourd'hui, elle va être structurée en deux parties. Une partie avec les tendances depuis 1998, puis une partie vraiment exclusivement sur le portrait de la situation en 2014. Ah oui, ça, c'était pour vous montrer que, bon, depuis 1998, il y a eu 4 cycles de l'étude d'incidence qui ont été réalisés. Les données que je vais vous présenter aujourd'hui, il va y avoir juste 3 temps de mesure. Il va y avoir juste 3 cycles parce que le cycle de 2003 n'était pas représentatif à l'échelle du Québec. Donc, il y avait juste 9 centres jeunesse qui avaient participé, ce qui ne nous permettait pas là, de produire un portrait provincial fiable, mais pour 1998, 2008 et 2014, on a les données pour l'ensemble du Québec, puis c'est les temps de mesure que je vais vous montrer tantôt. Donc, grosso modo, la procédure avec laquelle on procède là, dans l'étude d'incidence, c'est pas mal toujours la même, ce qui nous permet facilement de comparer d'un cycle à l'autre. Ce qu'on fait, c'est qu'on, pendant une fenêtre de 3 mois dans l'année, qui est toujours la même, du 1er octobre au 31 décembre, on documente un échantillon représentatif des signalements qui sont évalués pendant cette période-là de 3 mois. Dans tous les centres jeunesse du Québec, les services de protection, on prend un échantillon aléatoire de 50 de ces signalements-là. Donc, ce qui nous permet de dresser un portrait représentatif là, à l'échelle du Québec. Ce sont les intervenants qui documentent les situations. Donc, au moment où ils terminent leur évaluation, on leur demande de compléter un formulaire. Et puis, avec les données qu'on recueille sur la fenêtre de 3 mois, on fait des projections pour faire des estimations annuelles sur le taux d'enfants signalés dans l'année 2014, dans ce cas-ci. Pour ceux que ça intéresse, les tailles d'échantillons finaux là, à chacun des 3 temps de mesure. En 1998, on avait près de 5000 enfants. En 2008, un petit peu plus que 3000. Puis en 2014, on avait 4000 enfants dans l'échantillon final. Les dimensions qui sont documentées dans l'étude, quand je vous disais là, que les intervenants complétaient un formulaire pour chaque cas qui était échantillonné, ça, c'est les dimensions qui sont documentées dans le formulaire. Il y a une partie de ces renseignements-là, en fait, qui ne sont pas dans le formulaire, qu'on va chercher directement dans Pige, dans le système clientèle, parce que les intervenants rendent l'information qu'on peut utiliser, des choses comme la date de naissance de l'enfant, le sexe, les antécédents en protection de la jeunesse, tout ça, c'est déjà dans le système. Ça permet d'alléger le formulaire un peu. Donc, on va chercher une partie de ces informations-là dans le système. Les autres, on les demande aux intervenants. Puis, dans le fond, ici, je vous ai encerclé là, les dimensions qui font vraiment la contribution spécifique de l'étude, c'est-à-dire les variables qu'on va chercher, qu'on retrouve difficilement ailleurs ou qui sont probablement notées quelque part dans les dossiers, mais qui sont difficiles à extraire sur des grands échantillons. Et ça représente vraiment l'avantage de l'étude d'incidence, c'est de documenter ces dimensions-là. Par exemple, la situation évaluée, évidemment, on est capable de savoir le motif de signalement, mais au-delà de ça, l'EIQ, on va aller chercher qui sont les présumés auteurs, est-ce qu'il y a de la co-occurrence, est-ce qu'il y a des blessures physiques, des séquelles psychologiques.
associés aux incidents qui ont été évalués. En 2014, on a fait un spécial, on est allé documenter la scolarisation des enfants. On va aussi chercher de l'information au niveau des figures parentales, les difficultés de fonctionnement qui sont observées par l'intervenant durant l'évaluation. Puis on va aussi chercher pas mal de dimensions au niveau des milieux de vie dans lesquels vivent les enfants au moment du signalement. Donc, en termes de manque d'argent, les dangers qui sont présents dans l'environnement physique où l'enfant vit au moment du signalement, les déménagements, etc. Avant de vous présenter la première série de résultats, peut-être une petite mise en contexte, hein, parce que la plupart d'entre vous le savez, là, en 2007, il y a eu des modifications à la loi sur la protection de la jeunesse qui étaient assez importantes. Évidemment, je ne les mentionne pas toutes ici, mais je vous ai rapporté celles qui sont le plus susceptibles d'affecter les résultats de l'étude, parce que je vous souviens, on a un point de mesure en 1998, puis après en 2008, puis la loi elle a été changée en 2007, donc juste avant notre deuxième point de mesure. Donc, les principaux changements, là, puis on va en reparler tout à l'heure, les principaux changements qui ont été apportés à la loi, c'est un rétrécissement de la définition des troubles de comportement sérieux qui peuvent porter, qui sont admissibles à une intervention en vertu de la LPJ. Donc, depuis 2007, là, de façon formelle, c'est vraiment les situations où il y a des... c'est quoi la formulation, là, une atteinte grave et sérieuse. Les gestes que le jeune pose lui portent atteinte à lui-même ou à autrui de façon grave et continue. Donc, ça, c'est le changement en 2007. Il y a eu des ajouts de motifs de protection. Alors, la maltraitance psychologique a été ajoutée. On reconnaît ça maintenant formellement. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas présent avant dans notre clientèle, mais là, en 2007, c'était reconnu formellement. Et dans la loi, ça inclut l'exposition à la violence conjugale. Et les motifs sérieux, les risques sérieux d'abus et de négligence, les trois motifs ont été, les trois types de risques ont été ajoutés en 2007. Alors, même si nous, dans l'étude d'incidence, à chacun des cycles, on documente, on a toujours la même liste de catégories de mauvais traitements et de troubles de comportement. D'un cycle à l'autre, ça n'a presque pas changé, on va le voir tantôt. Mais il reste que le contexte légal dans lequel on fait l'étude, lui, a changé. Alors, ça peut modifier la façon dont les intervenants vont aller cocher les petites cases pour dire, ben oui, dans cette situation-là, il y avait de la négligence, ou oui, dans cette situation-là, il y avait des mauvais traitements psychologiques. D'ailleurs, la prochaine diapo vous montre, dans le fond, les catégories d'incidents et de risques qu'on documente dans le IQ. Donc ça n'a pas bougé là, dans les 3 temps de mesure que je vais vous présenter tantôt. Évidemment, c'est les grandes catégories habituelles, donc abus physique, abus sexuel, négligence. Mauvais traitement psychologique, nous, on mesurait ça depuis 1998, c'était dans le IQ. L'exposition à la violence conjugale, on la documente à part de la maltraitance psychologique. Et les troubles de comportement qui sont une spécificité là, de notre système québécois. Depuis 2008, donc pour les 2 derniers temps de mesure, 2008 et 2014, dans le IQ, on a ajouté la possibilité pour les intervenants de documenter la présence de risques sérieux de maltraitance. Donc, les tendances depuis 1998. Bon, premièrement, nos taux d'enfants qui font l'objet d'une évaluation en protection de la jeunesse. C'est ce que vous voyez là sur le graphique. Avec nos 3 temps de mesure, on est passé de 15,4 enfants pour 1000 à 20,7 enfants pour 1000, donc ce qui correspond à une augmentation de 34 sur la période qu'on a regardée. Là, vous allez voir, dans toutes mes graphiques, chaque fois qu'il y a un petit astérisque, ça veut dire qu'il y a une différence significative par rapport à la mesure d'avant. Donc, il y a une augmentation là, qui est continue au niveau des enfants qui sont signalés, évalués en protection de la jeunesse. La question suivante qu'on s'est posée, c'est oui, mais de quoi sont composés, comment se répartissent les cas évalués? Parce que ce n'est pas tous les cas évalués qui vont s'avérer fondés après évaluation. Donc, c'est ce qu'on a regardé ici. Donc, vous avez en rouge la portion des cas qui sont fondés. En jaune, en rouge, ce sont les incidents fondés.
En jaune, ce sont les risques fondés. Donc, un risque fondé sans incident fondé. Ça veut dire que l'enfant n'a pas été victime de négligence ni d'abus, mais il vit une situation qui l'expose à un risque sérieux d'en être victime prochainement. Puis dans les verts, on a les enfants qui ont été évalués, puis qu'au bout de l'évaluation, on statue qu'il n'y a ni risque ni incident fondé. Alors, ce qu'on voit, c'est que l'augmentation, là, dans l'ensemble des cas évalués, bien, elle vient surtout d'une augmentation au niveau des cas de risque. Ça a presque triplé entre 2008 et 2014. Puis il y a aussi une augmentation au niveau de notre bloc rouge, là, les cas qui sont avec incident fondé. Par contre, pour ce qui est des incidents, les cas qui n'ont ni risque ni incident fondé, bien là, on voit que ça a fluctué un petit peu plus. Ça a augmenté en 2008, puis ça a diminué. OK, là, en 98, on n'a pas de petite partie jaune. Ça veut dire qu'en 98, vous l'avez vu tantôt, dans l'étude, on ne documentait pas les situations de risque fondé seulement. On ne sait pas qu'est-ce que ça aurait donné si on avait pu les documenter. OK? Peut-être que les cas de risque étaient juste pas couverts par la loi de la protection de la jeunesse. C'est une hypothèse. Si c'était ça, puis qu'on ajoutait les cas de risque, là, ça ferait monter notre taux ici. Hein? Ça viendrait s'ajouter aux cas qu'on a déjà documentés. C'est une hypothèse. L'autre hypothèse, c'est que nos cas de risque, ils sont déjà inclus dans le bloc rouge, dans les cas fondés en 98. Ou à l'inverse, ils sont déjà comptés dans les cas qui ça rentrait dans le système de protection, mais c'était évalué sans risque ni incident, sans rien de fondé à l'époque. Alors, c'est difficile à dire comment ont évolué les cas de risque depuis 98, mais ce qu'on sait par contre, c'est que depuis 2008, il y a une augmentation quand même au niveau de l'ensemble des cas évalués, une augmentation au niveau des cas fondés. On est passé de 11 pour 1000 à 12 pour 1000, mais une augmentation assez notable là, des cas avec risque fondé seulement, sans incident. Maintenant, j'ai regardé à chacun de nos 3 temps de mesure quelles sont les interventions qui ont été faites durant l'évaluation et l'orientation des cas. J'ai documenté 4 types de décisions, si on peut dire, ou d'intervention. J'ai appelé ça comme ça. En jaune, vous avez la confirmation d'incident. Donc, parmi l'ensemble des cas évalués, il y en a quel pourcentage qui a été fondé. En rouge, vous avez les placements durant l'évaluation et l'orientation. La plupart du temps, c'est des placements temporaires. Donc, en rouge, vous avez la présence d'un placement durant l'évaluation. La judiciarisation, c'est est-ce qu'on a eu recours au tribunal toujours durant l'évaluation-orientation. Et le besoin de protection, c'est est-ce qu'on va vers l'application de mesures de protection à l'issue de l'évaluation. Donc, on voit que chacun de ces indices-là d'intervention a diminué de façon considérable là, entre 1998 et 2008. Donc, parmi les cas évalués, il y en a moins qui sont fondés, il y en a moins qui nécessitent un placement de judiciarisation puis des mesures de protection. Ça s'est stabilisé entre 2008 et 2014. Il y a juste la judiciarisation qui a continué de descendre, qui est passée de 19 % à 15 % là, en 2014. Donc, ça, c'est parmi l'ensemble de nos cas évalués. Maintenant, je vous ai mis ici notre fameux bloc rouge là, pour que vous voyez donc l'augmentation de 34 % dans les cas évalués. L'augmentation dans les cas avec incident fondé est beaucoup moins importante. Donc, c'est vraiment une progression lente. Il y a même une petite diminution en 2008 avec une légère augmentation en 2014. Encore une fois, j'ai regardé comment se distribuent ces cas-là d'incidents fondés à chacun des 3 temps de mesure. Et dans mes prochaines diapos, c'est sur ce groupe-là que vont porter les chiffres. Donc, on a examiné, j'ai appelé ça des indices de sévérité. J'en ai examiné 4. La co-occurrence, donc dans l'EIQ, je ne vous l'ai pas dit tantôt, mais dans l'EIQ, on a la possibilité pour chaque situation évaluée de documenter jusqu'à 3 formes d'incident ou de risque qui a été évalué. Donc, quand il y en a plus qu'une forme, on appelle ça la co-occurrence. En rouge, vous avez la présence de blessures physiques. En rouge foncé, les séquelles psychologiques. Puis en rose, la chronicité. Ça, c'est est-ce qu'au moment du signalement, l'enfant avait été victime de manière répétée de ces incidents-là ou c'était juste un incident isolé?
Et encore une fois, ce qu'on voit, c'est la grosse diminution là, entre 98 et 2008 au niveau de la sévérité. Les 4 indices de sévérité ont vraiment diminué beaucoup. Donc, parmi les cas fondés, il y a moins de sévérité en 2008 qu'il y en avait en 98. Ça a continué un petit peu à diminuer en 2014, là, surtout pour la co-occurrence puis les blessures physiques. Ça, c'est un peu le but ultime de l'étude, dans le fond, c'est de voir comment on évalue chacune des formes de mauvais traitements signalées et évaluées dans nos services de protection. Alors là, vous avez l'évolution précisément pour chaque catégorie d'incidents fondés. Alors, on le voit tout de suite, là, en 98, les cas les plus fréquents, c'était la négligence et les troubles de comportement, suivis de abus physiques, mauvais traitements psychologiques, exposition à la violence conjugale et les moins fréquents, les abus sexuels. Il y a eu beaucoup de mouvements là, entre 98 et 2008. On n'oublie pas qu'il y a les changements de la loi qui se sont produits en 2007, juste avant notre étude en 2008, ce qui explique probablement en grande partie la diminution dans les troubles de comportement. On a vraiment réduit beaucoup ce qui était admissible à la loi. La négligence a diminué de façon vraiment drastique pour augmenter par la suite en 2014. Les abus physiques et l'exposition à la violence conjugale sont en hausse, les deux. Mauvais traitement psychologique a augmenté puis s'est stabilisé, puis les abus sexuels sont à la baisse de façon continue depuis 1998. Alors, il y a toutes sortes d'hypothèses qu'on peut émettre pour expliquer ces fluctuations-là. Ce que je vous propose, c'est peut-être vous donner des exemples du type d'explications qui peuvent être en cause. Je vais prendre à peu près chacun des types de mauvais traitements, puis je vais émettre des hypothèses, mais les hypothèses seraient interchangeables d'une ligne à l'autre. Donc, si je prends par exemple la négligence qui a diminué beaucoup, je vous parlais tout à l'heure que dans l'étude, les mauvais traitements psychologiques, on les documente depuis le début. Mais dans la loi, c'est reconnu formellement seulement depuis 2007. Alors, il y a des situations qui étaient classées par les intervenants comme de la négligence en 98, qui peut-être en 2008, parce qu'ils ont été formés pour dépister ces situations-là, parce que c'est maintenant reconnu formellement dans la loi, il y a peut-être une sensibilité plus grande, un dépistage plus efficace qui se fait au niveau de certaines formes de mauvais traitements psychologiques, par exemple, qui ferait que ce qui était antérieurement considéré comme la négligence tend plus à être classé dans les mauvais traitements psychologiques en 2008. C'est une hypothèse. Puis assez curieusement, on voit que autant la négligence diminue, autant l'exposition à la violence conjugale et la maltraitance psychologique, elle a augmenté. Fait qu'il y a peut-être un effet de vase communicant qui est en cause là-dedans. Les changements à la loi, encore, peuvent expliquer, comme je le disais tantôt, la diminution dans les troubles de comportement, évidemment. Si on prend, par exemple, les abus physiques, il y a une augmentation. Les mouvements démographiques peuvent entrer en cause, des fois, dans les taux qu'on voit. L'abus physique en est un bon exemple. Est-ce qu'on a un taux d'immigration plus élevé de communautés où la punition corporelle est acceptée et elle est utilisée comme méthode éducative? Ça peut en partie expliquer ces tendances-là. Par exemple, l'abus sexuel aussi, là, le fait que ça diminue de façon continue, on pense que peut-être que les ententes multiples, puis le fait qu'il y a des cas qui passaient par la DPJ avant, qui sont maintenant réorientés vers la police, puis qui sont plus suivis en protection de la jeunesse, pourrait faire en sorte que le taux d'abus sexuels fondés en bout de ligne aurait peut-être, ça pourrait contribuer là, à la diminution des abus sexuels. Donc, ça vous donne une idée des facteurs là, qui peuvent être en jeu dans les fluctuations qu'on observe. Évidemment, il y a la possibilité que ça reflète aussi une variation réelle de l'incidence du phénomène dans la population. Ça, c'est la dernière hypothèse qu'on envisage quand toutes les autres sont éliminées. Le portrait 2014, donc maintenant, je vais me concentrer vraiment juste sur les données de 2014. Vous allez voir que je vous ai sorti ça par groupe d'âge pour faciliter un peu l'interprétation. Mais d'abord, les garçons, les filles, comment ça se distribue dans notre échantillon de 2014, c'est à peu près égal, toujours un petit peu plus de garçons. C'est quelque chose qu'on observe souvent.
La distribution, un tiers, un tiers, un tiers là, dans nos groupes d'âge, donc préscolaire, scolaire et ados composent à peu près un tiers chacun de la clientèle. On a 4 des enfants qui sont d'ascendance autochtone, puis la très grande majorité vivent avec leur mère. En fait, ont leur mère comme première figure parentale documentée dans l'étude au moment où ils sont signalés. Donc, c'est beaucoup des enfants qui vivent avec leur mère comme principale figure parentale. Ça, c'est la distribution des cas fondés ou pas, là. Donc, parmi notre échantillon en 2014, on avait 60 d'enfants qui avaient au moins un incident fondé. 13 qui n'avaient aucun incident fondé, seulement des risques fondés, et 27 qui n'avaient ni risque ni incident fondé. Donc, les données que je vais vous présenter, là, ça va être surtout le groupe avec incident fondé, là, le 60 Il y a beaucoup de couleurs. On va y aller graduellement. Je vous les présente par groupe d'âge pour que ce soit plus facile. Et ce qu'on voit là, c'est la fréquence de chaque catégorie d'incidents fondés dans chacun des groupes d'âge. Si on y va avec les 0-2 ans, bien, ce qu'on voit, c'est que la catégorie de mauvais traitement la plus fréquente dans ce groupe-là, c'est l'exposition à la violence conjugale, 4 pour 1000, et la négligence. Alors c'est en conformité avec ce qu'on sait de cette clientèle-là chez les tout-petits qui sont plus vulnérables à ces formes de compromission-là. Ensuite de ça, chez les 3-5 ans, on voit que l'exposition à la violence conjugale, c'est quand même important, mais ça a diminué. Puis là, il y a vraiment une augmentation en vert des cas d'abus physiques. Alors, peut-être que les tout-petits à 3-5 ans posent un petit peu plus de défis avec le développement de la motricité puis l'autonomie. Donc, ça prête peut-être plus à des situations d'abus physiques fondées. En tout cas, c'est ce qu'on voit ici. La négligence qui est quand même aussi importante en bleu dans ce groupe d'âge-là. Chez les 6-11 ans, bien là, on voit apparaître un petit peu plus fréquent les troubles de comportement. Là, c'est vraiment, chez les 6-11 ans, c'est vraiment la négligence qui prend le dessus, avec quand même les abus physiques qui sont assez fréquents aussi. Alors que chez nos ados, à 12-17 ans, bien là, c'est les troubles de comportement qui prennent le dessus. C'est quand même intéressant aussi de voir que chez nos ados, l'abus sexuel augmente vraiment graduellement. Si on prend les petits bâtonnets mauves, là, ils augmentent graduellement avec l'âge. C'est chez les ados qui sont les plus fréquents. L'exposition à la violence conjugale en jaune, c'est l'inverse, c'est-à-dire plus l'enfant vieillit, moins il y en a qui sont reconnus comme des victimes fondées d'exposition à des jeunes exposés à la violence conjugale. Puis les mauvais traitements psychologiques aussi, c'est une problématique qui augmente là, avec l'âge assez graduellement. J'ai repris les indices de sévérité que j'ai examinés tantôt. Fait que là, on les regarde selon l'âge. Ce qu'on voit, c'est que co-occurrence, blessures, séquelles psychologiques et chronicité, c'est moins fréquent chez les tout-petits puis plus fréquent chez les plus vieux. Évidemment, c'est plus difficile d'identifier les effets, les conséquences en termes de séquelles psychologiques chez un tout-petit de 0-2 ans. Lui-même n'a pas la parole, ils peuvent pas témoigner directement de ce dont ils vivent. Donc, c'est un peu normal qu'on voit que les intervenants rapportent moins de séquelles pour ce groupe d'âge-là. Si on regarde nos plus vieux, les 12-17 ans, on voit que la prévalence là, de cette sévérité-là est quand même assez importante. 26 ont de la co-occurrence, 10 quand même ont des blessures physiques ou des atteintes physiques suite au mauvais traitement. 42 ont des séquelles psychologiques et 85 vivaient les situations de manière répétée au moment du signalement. Tout à l'heure, on disait que les 3-5 ans, là, qu'il y avait beaucoup d'abus physiques chez les 3-5 ans, bien, c'est le groupe d'âge où il y a le plus de blessures physiques aussi en lien avec les incidents qui ont été évalués. Donc, ça vient un petit peu confirmer ce qu'on se disait. Dans le formulaire de l'EIQ, les intervenants pouvaient nous décrire les difficultés de fonctionnement qu'ils ont observées chez les enfants. Il y en avait presque une vingtaine là, que l'intervenant devait cocher si c'était confirmé ou soupçonné. Alors, ce qu'on vous présente là, c'est soit que c'était confirmé par un diagnostic ou par un dévoilement ou observé par l'intervenant en cours d'évaluation. Donc, encore une fois, chez les tout-petits, hein, vous avez les groupes d'âge, 0-2 ans, 3-5 ans, 6-11 ans, 12-17. Alors, chez les tout-petits,
on arrive moins là, à identifier les difficultés de fonctionnement. Ce qui ressort, c'est 12 des tout-petits, des cas fondés 0-2 ans, sont rapportés avec un retard de développement selon l'intervenant. Le test de toxicologie positif à la naissance, la déficience physique, chacun atteint 2 des tout-petits. À 3-5 ans, le retard développemental est aussi présent, mais là, on voit apparaître les difficultés scolaires qui doivent probablement correspondre aux 4 ans, maternelle 4 ans. Peut-être aussi qu'il y a des intervenants qui nous ont signalé des difficultés scolaires pour les jeunes en CPE qui n'arrivent pas à suivre les tâches, peut-être. Dépression, anxiété, repli sur soi, puis on voit naître aussi l'agressivité, 5 des cas chez les 3-5 ans. À l'âge scolaire, là, on voit qu'il y a des problèmes plus fréquents. Ceux qui vous sont présentés dans la diapo ici, c'est ceux qui ont été rapportés là, de façon les plus fréquemment rapportés par les intervenants. Donc, un peu plus du quart des 6-11 ans ont des difficultés scolaires. 25 auraient un TDA, TDAH et 14 dépression, anxiété, repli sur soi. Et chez nos ados, ce qu'on voit, c'est surtout, bien là, il y a aussi la toxicomanie qui est apparue en quatrième, à la fin du graphique, là, avec 24 Les troubles d'attention touchent 34 des ados. Est-ce qu'il y a eu un placement durant l'évaluation? On a regardé ça selon le type de milieu substitut. Alors, on a documenté les placements auprès de personnes significatives, les placements en famille d'accueil ou autre type de milieu familial, puis les placements en centre de réadaptation ou foyer de groupe. Alors, chez nos ados ici, on voit un nombre un 15 là, qui sont placés en centre de réadaptation. Puis le placement a l'air plus fréquent, soit chez les tout-petits, les 0-2 ans, ou chez les ados. Donc, tu vois, nos tout-petits n'ont pas beaucoup de séquelles identifiées, mais il reste qu'on les place quand même plus souvent que les 2 autres groupes d'âge. Probablement parce que leurs parents présentent beaucoup de difficultés. Alors, ils sont plus vulnérables. Sont plus vulnérables et, oui, c'est ça. Puis, quand on regarde là, la fréquence de certaines difficultés observées chez la première figure parentale, on voit que chez ce groupe d'âge-là, il y a vraiment des lacunes là, au niveau des difficultés qui sont vécues au niveau parental. Donc, problème de santé mentale dans 16 des cas, victime de violence conjugale dans 42 des cas, puis un manque de soutien social dans 33 des cas. De façon générale, les difficultés qui sont rapportées chez les parents là, descendent, diminuent à mesure que l'enfant vieillit. Les références aux services qui sont faites à la fin de l'évaluation de l'orientation, ça va un peu avec les tout-petits. Là. On voit qu'on les réfère davantage à différentes formes de services, que ce soit de la thérapie familiale, des ressources en violence conjugale, des banques alimentaires. Chez les tout-petits, c'est très fréquent. Les tout-petits, probablement que c'est des plus jeunes familles, des familles avec plus jeunes enfants, peut-être une précarité financière un petit peu plus importante, d'où la référence plus fréquente là, aux banques alimentaires. Donc, ça fait le tour des résultats. Il y a des avantages et des inconvénients à ce type d'études-là. Je vais les passer rapidement avec vous. Donc, l'étude permet de produire un portrait assez fiable à l'échelle provinciale d'un paquet de caractéristiques, surtout pour les caractéristiques de l'enfant, de ses parents, de l'environnement où l'enfant vit. Ça, on n'a pas d'informations nulle part là-dessus. Fait que l'EIQ, c'est la seule source d'information de ce type-là. Ce sont des données cliniques, donc ça nous vient, c'est rapporté par les intervenants qui sont des professionnels, des cliniciens, comparativement, par exemple, aux données sur la violence envers les enfants qui sont auto-rapportées. On fait des sondages dans la population, puis les gens rapportent eux-mêmes les situations. Là, on a des caractéristiques là, avec le jugement des cliniciens, ce qui peut être un avantage. Maintenant, ce qu'il faut vraiment souligner à grands traits, c'est que ce n'est pas une étude pour l'incidence, qui va calculer l'incidence de la maltraitance dans la population.
C'est une étude qui calcule l'incidence des mauvais traitements rapportés aux services de protection et leurs caractéristiques. Donc, ça nous parle aussi beaucoup de la réponse de nos services aux situations de mauvais traitements qui sont signalées. C'est des données qui reflètent les renseignements qui étaient disponibles au moment de l'évaluation et de l'orientation. Quand on parle des difficultés identifiées chez l'enfant, ce qui est identifié là, ça veut dire qu'il y a probablement d'autres situations qui seraient, si on avait questionné les internats à l'application des mesures, par exemple, on aurait peut-être eu des prévalences plus élevées de toutes sortes de problèmes. C'est une étude transversale. C'est ça. Donc, je le disais tantôt, le but, c'est pas d'expliquer les mauvais traitements, c'est descriptif, c'est plus de faire un état de situation à un moment donné. Ceci étant dit, moi, il y a deux grandes questions que je pourrais vous lancer, là, puis après ça, on pourra passer à la discussion. C'est comment se fait-il que, je vais tout descendre ça, là. Comment se fait-il que nos cas fondés, nos taux de cas fondés ne fléchissent pas? Okay? Il y a une progression lente, même les cas fondés, on l'a vu, évidemment, ce n'est pas 34 d'augmentation, ça c'est parmi les cas évalués, mais au niveau des cas fondés, il y a une progression lente depuis 1998 qui est là, qui est significative. Puis si on était retourné plus loin dans le temps, de ma mémoire, là, je ne me souviens jamais d'avoir vu un taux de signalement ou un taux d'évaluation qui aurait diminué. C'est toujours en augmentation. Des fois, ça se stabilise un peu, mais ça n'a jamais diminué. Donc, c'est quelque chose qui... Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à faire fléchir les taux? La négligence et l'exposition à la violence conjugale, là, depuis 1998, il y a des hausses importantes qui seraient à surveiller. Et comment se fait-il qu'on a ça malgré la reprise économique qu'on a eue en 2008-2009 et suite à laquelle on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait une amélioration? Parce qu'on sait que les situations de mauvais traitement sont fortement associé à tous les facteurs de risque dans la population, de précarité. Puis on avait fait une petite étude, Marie-Ève Clément et moi, l'année passée. On avait fait un parallèle entre les conditions socio-économiques dans lesquelles évoluaient les jeunes familles, puis l'évolution des taux. Et puis, ce qu'on ne s'expliquait pas, justement, c'est que comment se fait-il que les mères sont plus scolarisées, sont moins pauvres, mais que dans les études populationnelles aussi, on observait la même chose, c'est-à-dire que les attitudes envers la punition corporelle sont plus négatives. Les parents veulent moins utiliser la punition corporelle, ils l'utilisent moins, mais il y a quand même autant d'agressions psychologiques qu'avant. La violence physique sévère ne fléchit pas non plus. Donc, les tendances qu'on observe ici dans l'EIQ, on les observe aussi dans les études populationnelles. Où on va, dans les ménages, là, enquêter directement. Donc, ça porte à réflexion. Comment interpréter les changements dans les catégories d'incidents? Je vais passer vite là-dessus parce que je vous en ai glissé des hypothèses tout à l'heure. Bon, les mouvements démographiques, les changements dans la loi, les améliorations dans le dépistage de certaines formes de mauvais traitements qui pourraient faire fluctuer nos courbes, comment on classifie les incidents, conceptuellement, comment on voit, par exemple, la maltraitance psychologique. Donc, une autre question aussi que ça soulève, tous nos résultats, c'est comment on peut interpréter toute la portion grandissante des cas, soit qui ne sont pas fondés, qui sont juste des cas de risque, ou qui sont des cas fondés moins sévères. Comment on peut expliquer cette portion-là qui est grandissante dans nos services? Est-ce qu'on se retrouve dans nos services avec des familles qui seraient peut-être mieux desservies ailleurs? Est-ce qu'elles ont été cognées ailleurs, qu'elles n'ont pas eu de réponse? Puis là, la DPJ devient une porte d'entrée pour l'accès à des services qui ne sont pas là en première ligne. Dans un contexte où est-ce qu'on essaye de rapprocher la première ligne puis la deuxième ligne, là, ça prend tout son sens. La réforme en 2007 de la LPJ, il y a eu à ce moment-là un gros effort à travers tout le Québec, dans toutes les DPJ pour former la population, former les policiers, les écoles. Je me souviens, il y avait eu des démarches de fait pour les familiariser avec c'est quoi les situations qui
qui rend admissible là, à la LPJ. Donc, peut-être que depuis ce temps-là, on a des populations qui sont plus sensibilisées à c'est quoi la LPJ, qui vont faire un signalement plus précoce. Puis les situations nous arrivent donc à l'entrée dans les services de protection comme moins détériorées qu'avant parce qu'on les a signalées avant que le pire arrive. Puis on ne peut pas éliminer l'hypothèse, puis ça c'est un petit peu plus encourageant, là, que peut-être que nos efforts de prévention finissent par avoir de l'effet, puis faire en sorte que ce qu'on retrouve dans nos services, les situations sont peut-être moins détériorées qu'avant. Donc ça fait le tour.